Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le long format où je vais accueillir des invités qui ont l'habitude des plateaux télé de se faire couper et de ne pas pouvoir développer leurs propos. Et comme je trouve que c'est très intéressant de pouvoir les écouter et de parler de plein de sujets, on va dire, différents, pas seulement un seul sujet, mais parler d'actualité et d'aller un petit peu plus dans le détail, j'ai donc décidé de les accueillir ici, dans ce merveilleux plateau. Voilà, que vous pouvez voir avec le merveilleux logo, le long format. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Fayad. Bonjour, Bonjour Merwan, comment allez-vous? ça va et vous? Bienvenue dans cette émission. Ça va vous changer des plateaux télé, hein. On ne vous coupera pas ici. Il n'y aura pas 3 minutes de parole sur 1 heure d'émission. Donc, Avec 10 bienvenue. minutes de pub chaque année. Avec à chaque fois une coupure. Merci la régie publicité. On vous embrasse. Et donc, bienvenue dans cette émission. Alors, comme j'ai dit, on va parler de pas mal de sujets. On a 1 heure ensemble. Et j'aimerais commencer par du national avec le cas François Bayrou et aussi de fait Emmanuel Macron. Est-ce que finalement c'est le dernier fusible avant le départ, peut-être forcé, d'un président de la République, Monsieur Emmanuel Macron? C'est très possible parce que maintenant, si Emmanuel Macron décide de nommer un autre Premier ministre et qu'il est censuré, vous avez entendu hier Marine Le Pen qui a dit que quel que soit celui qui serait nommé Premier ministre, eh bien, le censurer s'il n'y a pas d'élection législative Ouais. préalable. Donc, il y a de fortes chances donc, qu'Emmanuel Macron soit bloqué. D'ailleurs, aujourd'hui, il a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Donc, peut-être qu'on s'oriente vers une dissolution. Mais si on s'oriente vers une dissolution et que la dissolution donne le même résultat à peu près, on Mm. sera à nouveau bloqué. Comme vous dites, à ce moment-là, le seul fusible qui restera sera lui-même. Et en réalité, le meilleur scénario pour lui serait qu'il fasse une dissolution et que le RN ait la majorité. Parce que dans ce cas-là, ce serait en fait une cohabitation où il y aurait un Premier ministre RN avec une majorité et lui président, un peu comme François Mitterrand a terminé son deuxième Son mandat. dernier mandat, ouais. Et donc, voilà, pour lui, il pourrait finir, entre guillemets, tranquillement ces 2 dernières années. Mais enfin, on n'est pas sûr du tout que le RN puisse avoir une majorité pour gouverner en cas de dissolution aujourd'hui. C'est ça, on l'a vu aux dernières élections législatives. On est en face de 3 tiers vraiment d'un paysage politique complètement explosé avec une impossibilité a priori de coalition, parce qu'aucun parti ne souhaite finalement céder sur quelque question que ce soit. Est-ce qu'on vit en direct finalement la fin de cette Cinquième République, finalement? Je sais pas. En tout cas, moi, je suis partisan de réformer la loi électorale Mhm. parce que quand on regarde le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, pardon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis, qui ont la même loi électorale que la nôtre, c'est-à-dire la circonscription uninominale, le système majoritaire, eux ont un seul tour et nous, on a 2 tours. Donc, au deuxième tour, vous savez, il y a les combines entre les partis et puis, du coup, il y a des majorités qui se dessinent qui ne sont pas forcément les majorités que souhaitaient les Français. Ouais. Alors que si on fait un seul tour, au moins celui qui arrive en tête récolte la majorité des sièges à l'Assemblée. Pas tellement démocratique non plus, parce que quelqu'un qui a eu une trentaine de pourcents récupère, je ne sais pas, 60% des sièges. Mais malgré tout, au moins, ça permet une stabilité. Au moins, il y a quelqu'un qui peut gouverner pendant une certaine période. Et puis, au final, une fois que leur mandat est terminé, s'ils n'ont pas plu à la population, la population les sanctionne aux élections suivantes. Et il y a une alternance qui peut avoir lieu. Mais là, avec les 2 tours, cette élection en France nous ramène en fait au problème que causait déjà la Troisième et la Quatrième République en France, où il y avait justement ces gouvernements de partis, des coalitions qui se défaisaient tout le temps. Et Jean de Gaulle a instauré la Cinquième République justement Pour pour avoir mettre cette fin à... stabilité, justement. Exactement. Donc, à mon sens, au lieu d'amener de la proportionnelle qui ne va faire qu'ajouter en fait des problèmes de coalition, pour qu'il y aura encore plus de problèmes à former des gouvernements, Ouais. je pense qu'il faudrait vraiment arriver à éliminer ces 2 tours, qu'il n'y ait plus qu'un seul tour aux élections. Alors, je vais avec les critiques qu'on pourra avoir contre ce système aussi. Bien sûr, mais de toute façon, le scénario nous amène à une refonte de ce système-là et potentiellement à une nouvelle république, une nouvelle peut-être constitution. Ou Euh, changement de la loi électorale. Au changement de la loi, comme vous venez de l'expliquer. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit notre encore actuel Premier ministre François Bayrou au sujet de la dette, où il a en quelque sorte pointé du doigt le fait que finalement les Français s'étaient trop endettés, mais finalement avec un petit peu de recul, on note que
dans des tas d'aspects, des pans du service public, on n'a pas l'impression de retrouver cet endettement, cet investissement. En réalité, s'il y avait eu un véritable investissement, on pourrait se dire il y a eu une élévation du niveau de vie. Or, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Qu'est-ce que fait François Bayrou quand finalement il dénonce, ou il parle encore une énième fois de la dette, de cet excès de dette qui serait dû aux Français? En fait, moi, je pense qu'il y a du bien et du mauvais. C'est-à-dire, le bien, c'est qu'il parle de la dette. C'est important d'en parler. Parce que la dette, aujourd'hui, a atteint des sommets, plus de 3200 milliards d'euros de dette. Et c'est quand même énorme. Et et c'est important pour nous parce que si maintenant on veut acheter un appartement, il y aura des conséquences. Genre, si on veut investir dans quoi que ce soit, il y aura des conséquences. On a des enfants, demain, ce sera à eux aussi de payer encore plus que nous, parce que les taux d'intérêt vont augmenter. Bref, parler de la dette, c'est important. Mais là où il se trompe, à mon sens, c'est quand il met la responsabilité sur les Français. Parce qu'au final, ce n'est pas les Français qui ont géré cet argent. Ce sont les gouvernants, tous. Hein. Je ne dis pas le gouvernement Bayrou plus qu'un autre. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont créé de la dette et ont mal géré l'économie du pays. Et d'ailleurs, avant de parler des jours fériés, avant de parler des boomers, etc., pour moi, il y a deux gros problèmes économiques en France qu'on ne règle pas. Premièrement, toutes les administrations et les ministères et autres et les sociétés d'État font appel à des prestataires de services qui coûtent parfois 2 fois, 3 fois plus. Il peut être trouvé en interne. L'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey, mais l'affaire McKinsey, c'est celle qui est la plus connue parce qu'elle a touché à la présidence de la République. Mais en fait, c'est au quotidien. Tous les ministères, toutes les administrations, toutes les sociétés publiques font appel à des prestataires de services qui coûtent des milliards chaque année à l'État et donc aux Français. Donc avant de s'attaquer à tout le reste, attaquons-nous d'abord à la gestion par l'État des services publics, de l'administration publique, des ministères, des entreprises publiques. Parce qu'il y a un coût à réduire, à mon sens, parce que c'est inadmissible et inacceptable qu'on paye des prestataires 2 ou 3 fois plus qu'un fonctionnaire de l'État. Ensuite, la deuxième chose, je pense, qui ne colle pas, qui ne va pas, c'est le système de retraite. Parce que le système de retraite, il a été fait avec une belle idée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus... Il a été fait dans un certain contexte. Dans un certain contexte. Et puis, il y a eu aussi un changement démographique. Et aujourd'hui, il y a plus de personnes devenant âgées et moins de personnes qui sont nées et donc qui travaillent et qui peuvent cotiser. Donc, le système de retraite s'est transformé un peu en pyramide de Ponzi, qui est une escroquerie. Une escroquerie, oui. Et qui finit toujours par tomber. Et là, si vous regardez ces dernières années, chaque gouvernement a prétendu vouloir régler le problème, qu'il soit de gauche, de droite, du centre ou je ne sais quoi. Et à chaque fois, ils ont partiellement fait une telle réforme, mais ils ont balancé la patate chaude au gouvernement suivant. Oui, bien sûr. Et là, en fait, on est toujours à ce stade et ça va nous exploser parce que ça ne peut pas tenir. Comment est-ce qu'on peut demander un nombre plus faible de personnes, de payer pour un nombre de personnes plus important et supérieur? C'est impossible. Donc, il y a cet aspect-là des choses qui a changé. Et il y a aussi une dernière chose qui est importante, à mon sens, à dire, c'est que dans les entreprises publiques, vous savez quel était le différentiel entre le plus petit salaire et le plus grand salaire au moment des 30 Glorieuses? Allez-y. 20. C'est-à-dire que, disons, j'ai n'importe quoi, mais imaginons que le salaire le plus bas était de 1000 francs à l'époque, le patron avait 20 000 francs. 20 fois. Ouais. Là, aujourd'hui, ce multiple, il a explosé. Oui, vous dénoncez les écarts de richesse, finalement. Oui, il y a eu un trou énorme. Et là, par exemple, chez Renault, vous aviez, disons, le type qui est au SMIC, en bas de l'échelle, et puis le patron, le PDG, il a 1 million par mois. C'est quasiment un multiple de 1000. J'exagère un petit peu, mais entre 20 et 1000, vous voyez, avec un système qui a tellement changé, comment est-ce que vous voulez garder les mêmes systèmes en place? Bien sûr. Il faut avoir le courage politique de le faire. Et ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de partis politiques certains ne sont pas courageux, et d'autres sont des populistes qui sont juste là des carriéristes qui sont là pour mais qui racontent aux citoyens des choses qui ne sont pas vraies, de gauche comme de droite, surtout extrême gauche, extrême droite pour le coup sur cette mesure-là, et les autres ne sont pas courageux sur cette mesure-là.
travers. Moi, j'ai des critiques sur tout le monde, hein, mais j'ai dit Évidemment. sur cette question économique. Bien sûr. Et il n'est pas question forcément de prendre le parti d'un camp ou d'un autre. D'ailleurs, je ne suis pas encarté, mais- je n'ai jamais été. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit finalement derrière la question politique, la question économique qui est la base, qui est primordiale sur ces sujets-là. Est-ce que les partis dits d'opposition ont des propositions, selon vous, qui sont valables? Je parle du RN, je parle de la LFI, sur le plan économique, pour vous, qui s'entendent. Et vous avez, je le rappelle, vous avez été conseiller au gouvernement libanais. Justement, quand c'était la crise économique, Et il y avait le problème de dette. On va y venir et je voudrais faire le parallèle après. Mais pour moi, justement, que ce soit le RN ou LFI, ils ne proposent pas, d'un point de vue économique, je parle, une solution réelle, parce qu'ils disent que ce système de retraite peut se maintenir, alors qu'en réalité, à mon sens, ne peut pas se maintenir. C'est parce que économiquement, quand vous regardez dans le monde entier, une pyramide de Ponzi, c'est une escroquerie, elle finit toujours par tomber. Donc, prétendre le contraire, c'est en réalité soit être incompétent, soit mentir aux Français. Donc, vous voulez dire que finalement, la seule manière d'être honnête avec les Français pour le personnel politique qui prendrait la succession, c'est de dire de toute façon, on va rentrer dans le mur. Ça va être douloureux. Pour le système de retraite. Ouais. Mais par contre, pour la retraite, pour la dette, comme je vous ai dit, je pense que si on s'attaque vraiment aux prestataires externes, on peut réduire énormément notre déficit public. Et si on commence à réduire énormément notre déficit public et que même on a un excédent budgétaire, on pourrait commencer à réduire notre dette. Donc, il y a des espoirs, à mon avis, de réduction de la dette. Mais il faut prendre la chose du bon côté. Et je pense que malheureusement, les politiciens n'ont pas envie de se remettre eux-mêmes en question. Et surtout aussi, on peut se dire, se mettre à dos les créanciers de l'État français, qui sont à 50% à l'étranger. Quelque part, on pourrait se dire qu'il y a une convergence des intérêts, peut-être, entre des intérêts étrangers et des politiques français qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et se dire, finalement, bon, je vais essayer de faire un petit peu illusion avec des pseudo-mesures, mais essayer, on va dire en profondeur, de garder plus ou moins ce même système. On parlait de McKinsey, justement, la collusion avec Emmanuel Macron, le milieu financier. Ce qui est très étonnant, je trouve, dans votre analyse, c'est que finalement, dans le paysage politique français, malgré tout le poids que les oppositions prennent, il n'y a pas vraiment de solution. Non, comme je vous ai dit, il n'y a aucun parti politique qui est en train de avoir vraiment ce courage de dire la vérité aux Français et de vraiment trouver les bonnes solutions pour résoudre le problème de la dette, du système de retraite, etc. Et d'autres qui sont juste dans le côté populiste. Et sur la question économique, je suis vraiment négatif envers la quasi-totalité des partis. Des partis, oui. Est-ce que vous avez l'expérience du Liban? Est-ce que, à votre avis, il y a des parallèles à faire avec la situation du Liban dans une autre échelle et la France aujourd'hui? Disons qu'il y a des choses qu'on pourrait... Des similitudes. Il y a des similitudes et il y a des différences. Les similitudes sont que au Liban, le problème et toujours d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de dollars qui rentrent dans le pays. Et donc, il n'y a pas la maîtrise de cette monnaie. Et en France aussi, on n'a plus la maîtrise de la monnaie. Parce qu'en France, on n'a plus le franc, on a l'euro. Et donc, que ce soit au Liban ou que ce soit en France, il y a donc cette absence de contrôle de la monnaie nationale parce que, il y a une monnaie, dans le cas de la France, supranationale qui est l'euro, et dans le cas du Liban, une monnaie étrangère qui ont supplanté ou remplacé la monnaie nationale. Donc, il y a cette similitude. Maintenant, au Liban, on est c'est un système où vraiment les banques sont devenues à l'arrêt. Il n'y a plus de... Ouais. Alors qu'en France, on n'en est pas encore là. On a contraint les Libanais en disant vous ne pouvez plus retirer tant d'argent, ou alors au-dessus d'un certain montant, cet argent, vous ne le verrez pas. Parce qu'en fait, les banques, elles ont attiré des investisseurs. C'est une pyramide de Ponzi au Liban aussi. Ils ont attiré les investisseurs en leur disant donnez-nous vos dollars, et nous, on va vous donner un taux d'intérêt extrêmement élevé. Et donc, les gens étaient attirés, ont donné leurs dollars, et les banques libanaises ont pris ces dollars et ont prêté à l'État libanais. Et l'État libanais, avec cet argent, a importé de l'étranger, du pétrole, donc qu'il faut payer en dollars, des médicaments qu'il faut payer en dollars, diverses importations, ce qui fait que tous les dollars ont disparu. Et il n'y a plus de dollars. Et donc, si vous voulez récupérer vos dollars à la banque vous dit « Désolé, j'ai pas de dollars. » Il n'y a pas de dollars. Si vous voulez, je peux vous payer en livres libanaises. Et à ce moment-là, le problème, c'est que la parité a explosé.
Et Que la livre libanaise ne valait plus rien. Donc, en France, on n'a quand même pas ce système-là, parce qu'il y a plus de monnaie nationale, donc il n'y a que l'euro. Mais, et on n'est pas encore au stade où les banques ne sont plus capables de payer. Par contre, il y a quand même une inquiétude à avoir, c'est que le problème de la dette, on l'a vu aussi en Grèce et à Chypre, a rapidement conduit à la faillite de certaines banques. Et en France, si on ne traite pas justement le problème de la dette, à un moment donné, il y aura des faillites bancaires. Et s'il y a des faillites bancaires, il va falloir voir est-ce que c'est une grande banque ou c'est une petite banque qui commence à faire faillite. Parce que si c'est une grande banque, alors il peut y avoir un système de domino. Et là, ça pourrait entraîner le système bancaire français dans une catastrophe. Ce qu'il y a pu y avoir en 2008, par exemple, où il y en a eu beaucoup. Là, oui, ce serait sur une autre échelle. Absolument. En sachant qu'aujourd'hui, si on peut dire que l'économie se base un petit peu, le socle de l'économie, ce serait l'industrie, ce serait l'activité, la création d'emplois. En Europe, on est dans une crise totale. Que ce soit en Allemagne, qui était censée être le moteur de l'Europe, ou la France, vous n'avez plus de création de richesse, véritablement, plus d'emplois, des entreprises qui s'effondrent à tour de rôle, PME, TPE, qui sont le tissu principal aussi de l'économie française. Même tous les gens voient dans la rue, tous les marchés qui ferment, les boutiques qui ferment. Enfin, c'est visible de tous. On est à combien de temps est-ce que un jour des Français aillent à la banque et qu'on leur dise finalement vos économies, vous y avez droit, mais à partir d'un certain seuil au-dessus, on ne garantit plus rien. C'est même déjà le cas. En tout cas, on dit que dans le cas d'une faillite d'une banque, le maximum qu'on puisse vous payer, c'est 100 000 euros. Donc, vous pouvez avoir des millions à la banque, ce qui je ne crois pas ni votre cas ni mon cas, mais le maximum serait 100 000 euros. Et donc, effectivement, ça a été mis en place en 2008. Mais même avec ce système-là, ça n'a pas empêché certaines banques en Grèce et à Chypre de faire faillite. Donc, il faudra voir cela de près. Maintenant, je pense que ce gouvernement, c'est trop tard pour lui, mais le prochain, je l'espère, en tout cas quel qu'il soit, pourrait quand même relancer l'économie française. Il y a des choses qu'on peut faire. Même sans avoir la main, on va dire, puisque finalement, les politiques économiques, elles sont aussi orientées par l'Union européenne. C'est vrai. Donc, sans avoir justement ces leviers-là, notamment le levier de la monnaie qui n'est pas négligé. Ah ouais, non, vous avez raison. Et c'est vrai que le point de l'Union européenne, c'est un point crucial et qu'il va falloir s'atteler, mais je ne pense pas qu'on pourra le régler malheureusement dans les 2 prochaines années, parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème de la présidentielle, sauf si elle a lieu avant, je pense qu'on ne pourra pas remettre en cause les traités avant. Oui. Mais disons qu'il y a des choses, par exemple, en France, on a beaucoup investi pour rien, en fait, dans le solaire et l'éolien. Et le solaire et l'éolien ne sont pas des vraies solutions pour la France. Les écologistes pourraient vous dire quand même, il faut y penser et il faut que le mix énergétique quand même soit diversifié. Mais moi, je suis pour un mix énergétique, mais je suis pour un mix qui serait non pas entre le nucléaire d'un côté et l'éolien et le solaire de l'autre. Moi, je suis pour la géothermie. Parce qu'en France, on a de la géothermie. Et si vous pouvez expliquer peut-être à nos spectateurs qui... Donc en fait, c'est sous le sous-sol, dans le monde entier, parce que ça fait partie de la croûte de la Terre en réalité, il y a de l'eau chaude. Et cette eau chaude, on peut la récupérer et la mettre dans notre réseau urbain d'électricité. Et donc ça peut permettre à chaque foyer de récupérer l'électricité. Et pour que tout le monde sache, l'Élysée tourne à la géothermie. Donc ça existe déjà. D'accord. Et pas n'importe où. C'est réservé à une élite. Non, pas réservé à une élite, mais disons qu'on a mis tous les investissements en termes de subventions pour aider l'éolien et le solaire, qui ne sont en réalité des énergies intermittentes, qui ne fonctionnent que lorsqu'il y a du soleil ou lorsqu'il y a du vent. Il y a très peu finalement de stockage qui permet de faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, malgré les systèmes de stockage, alors que la géothermie, vous pouvez l'avoir tout le temps. Et on en a. Donc, c'est dommage, à mon sens, de ne pas investir davantage dans la géothermie. Par exemple, on a chez EDF pas mal de problèmes économiques, et chez Engie, pareil, au lieu de les pousser à faire des gestion de marché européen et à la dérégulation. C'est vrai, bien sûr. Et même sur le système, sur le nucléaire, moi je suis pour le nucléaire, il y a quand même aussi des problèmes, c'est que vous savez que le nucléaire, on le fait à partir de l'uranium. Et en France, notre uranium, il vient de 3 pays essentiellement. Le Canada, le Kazakhstan
qui est plus ou moins sous contrôle russe, et le Niger qu'on a perdu, Ouais, d'où on a été chassé en fait. Donc il va falloir aussi trouver d'autres sources d'approvisionnement. Emmanuel Macron est parti avec Orano en Mongolie et en Namibie, où ils auraient signé quelques contrats, mais c'est des contrats qui vont permettre en réalité de produire que dans plusieurs années. Il y a quand même cette crainte qu'à un moment donné, on ait un problème d'approvisionnement d'une manière ou d'une autre, et donc il va falloir quand même faire attention, et c'est pour ça que je dis de développer la géothermie qui est sur le sol français, et d'essayer d'avoir un mix énergétique essentiellement basé sur l'uranium et sur le le nucléaire nucléaire. et sur la géothermie pour avoir le maximum de souveraineté énergétique pour la France. Finalement, quand on analyse les questions politiques, on en arrive à l'économie, comme je disais tout à l'heure, et la notion d'énergie. Et quand on est complètement, quand on est plus souverain de la manière dont on utilise son énergie, dont on la produit, c'est là que notre économie, bah oui, va voir s'effondre. Donc vous parliez tout à l'heure d'un scénario potentiel. Le principal point, c'est que les 40% de la dette, c'est de la dette en lien avec l'énergie. Mhm. Et vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de la Grèce. Le scénario à la grecque, il peut être envisageable aussi pour des pays comme la France. Bah oui, si jamais on ne traite pas les questions à temps et qu'on se dit pas la vérité, et Sur le poids de l'État, sur... bien sûr. Alors là, ça sera catastrophique parce que ça sera plus nous qui essayerons de trouver les solutions, mais ce sera du coup l'Union européenne, le FMI, la Banque mise sous mondiale. tutelle du FMI. Oui, peut-être pas directement, parce qu'on est quand même la France et on va vouloir Ah oui, mais cet se argument, il battre. peut durer jusque quand, Bien finalement? sûr. Ah non, je suis d'accord, mais je veux dire que enfin, il va y avoir quand même clairement un problème de souveraineté qui se posera si on attend trop longtemps avant de traiter le problème nous-mêmes. Je voudrais qu'on parle aussi du Moyen-Orient et de la situation forcément entre Israël et la population palestinienne et la Palestine. Vous êtes d'origine libanaise, comme je le disais, vous avez été conseiller au gouvernement libanais. Dans quelle mesure, je vous dis, mais on a plus ou moins la réponse parce qu'on a vu les bombardements, mais dans quelle mesure la situation actuelle va influencer l'avenir du Liban ou influence actuellement le Liban? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au Liban, il y a eu une guerre, et cette guerre n'était pas due à un problème entre chrétiens et musulmans libanais. Les chrétiens et les musulmans au Liban se sont plus ou moins toujours bien entendus à travers les années, les siècles, etc. D'ailleurs, il n'y a pas un seul village au Liban où musulmans sunnites et musulmans chiites vivent sans qu'il y ait des chrétiens à l'intérieur du village. Vous trouverez des villages Ouais. chrétiens sunnites, chrétiens chiites, chrétiens sunnites chiites, mais vous trouverez aucun village sunnite chiite. Vous voulez dire qu'il y a toujours eu cette passerelle qui a été Les mise chrétiens en place? servaient de lien entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites. C'est pour vous montrer en fait ce vivre ensemble qui a toujours réellement existé. Et, euh, et les rares problèmes qu'il y a eu dans l'histoire, ce sont des problèmes qui ont été créés par des puissances étrangères, notamment les Ottomans, qui ont envoyé leurs personnes ou acheté des personnes pour créer des problèmes au Liban, Instrumentalisé plus que des l'État. massacres, etc. Et ensuite, il y a eu donc plus récemment, donc à partir des années 70, les organisations palestiniennes qui sont venues et qui au départ ont été comment dire, en fait, elles ont été autorisées par l'État libanais à utiliser le sol libanais comme base arrière pour attaquer Israël et pour récupérer, entre guillemets, enfin, servir leur cause, quoi. Et, et, et en fait, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que les organisations palestiniennes ont retourné leurs armes contre les Libanais qui les avaient accueillis, qui les avaient autorisés à avoir leurs armes et à se battre. Et donc, Ça rappelle un peu la Jordanie. mais c'est arrivé juste après les problèmes en Jordanie. En fait, en Jordanie, il y a eu Septembre Noir en 1970, et quand Arafat a été expulsé de Jordanie, c'est au Liban qu'il est allé. Et donc, au Liban, il a obtenu ce qu'on appelle les accords du Caire, qui lui ont permis d'être armé au Liban, lui et les autres organisations palestiniennes, mais dans le but, comme j'ai dit, d'attaquer Israël, pas d'attaquer les Libanais. Et lui, il a très peu finalement attaqué Israël à ce moment-là, lui et les autres organisations palestiniennes. Ils se sont surtout retournés contre l'État libanais, contre les Libanais, si bien que le numéro 2 de Yasser Arafat à l'époque, qui s'appelait, euh, attendez juste, Abou... Euh,
Bon, on va chercher. Abou Iyad. Abou Iyad. Ok. Abou Iyad, c'était le numéro 2. En fait, à l'époque, il y avait Arafat, Abou Iyad et Abou Jiyad. Et Abou Iyad était le numéro 2. Et Abou Iyad avait dit la libération de la Palestine passe par Jounieh, c'est-à-dire par une des villes libanaises. Bah non, la libération de la Palestine ne passe pas par Jounieh. Est-ce qu'il y a une recherche de soutien des Palestiniens, d'un soutien libanais pour les Palestiniens aussi? Non, il avait déjà le soutien. Comme je dis, le Liban lui a donné ce qu'aucun autre pays de la région lui avait donné, c'est-à-dire l'autorisation d'être armé et d'utiliser le Liban comme base arrière pour se battre. Donc ça, il avait déjà le soutien. Mais le problème, c'est en disant la libération de la Palestine passe par Jounieh, il a en fait déclenché la guerre. Entre le Liban et Israël. Non, entre le Liban et les organisations palestiniennes. C'est Parce que le but était devenu à ce moment-là de conquérir le Liban. À ce moment-là, Arafat a carrément dit lui-même que le Liban peut devenir, disons pour une période, la patrie de rechange pour les Palestiniens. Et Arafat a mis quasiment 20 ans avant de s'excuser auprès des Libanais de ce qu'il avait commis lui et les autres. Il y a eu des massacres terribles. À Damour, par exemple, ils ont massacré des centaines et des centaines de Libanais. Ils coupaient les doigts des enfants en leur disant comme ça, vous prendrez jamais une arme pour vous battre contre les organisations palestiniennes. Enfin, il y a eu des choses vraiment affreuses. Alors que, encore une fois, ils avaient le soutien des Libanais, et notamment le soutien des chiites et des chrétiens. Et c'est surtout contre les chiites et contre les chrétiens qu'ils ont commis les plus grands massacres. Il y a eu des chanteuses et des chanteurs chrétiens qui ont chanté pour eux. Il y a eu des poètes chrétiens qui ont écrit pour eux. Et malheureusement, ils se sont retournés contre les Libanais. En fait, les organisations palestiniennes ont fait beaucoup de mal au Liban. S'il y a eu cette guerre au Liban, c'est à cause des organisations palestiniennes. Vous savez, les organisations palestiniennes, elles-mêmes, il y en avait certaines qui dépendaient des Syriens. À l'époque, il y avait Abu Moussa, qui était leur chef à l'intérieur de l'OLP et qui contrôlait plusieurs organisations comme FPLP, FDLP, FPLP-CG, Saïka, toutes ces organisations marxistes. Et puis, il y avait Arafat qui, à un moment donné, était proche de l'URSS, ensuite de Nasser, et de nouveau de l'URSS. Puis, il a été proche des Américains. Par exemple, il vendait ses services pour protéger l'ambassade des États-Unis à Beyrouth. Et puis, on l'a vu ensuite aussi proche de Saddam Hussein. Enfin, il a beaucoup changé. Ce qui ressort quand même, c'est que vous avez une population qui avait un État qui n'en a plus et qui, en même temps, devient une population sans terre et qui voyage de pays en pays, que ce soit l'Égypte, la Jordanie, le Liban. Enfin, la Jordanie, c'était leur pays. Oui. Mais alors, finalement, est-ce que le fait qu'on en arrive là n'est pas forcément, enfin, n'inclut pas le fait que l'on puisse pas communiquer avec un État qui est l'État israélien aujourd'hui? Pardon, j'ai pas compris. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce qu'elle ne naît pas du fait que l'on ne puisse plus communiquer, que ce soit les États arabes, mais même une entité palestinienne, avec le gouvernement, l'État actuel israélien? Mais en fait, La rupture, justement, ne provoque pas le fait de l'aggravation de la situation. C'est-à-dire que là, vous parlez de la situation maintenant. Oui. Parce que moi, je parlais. Oui, bien sûr. 70-80. On a le contexte historique. Ouais. On voit une population qui navigue de pays en pays, qui, de fait, provoque ou non des troubles. Cette situation, elle est aussi due au fait qu'il y a un État avec lequel la communication est impossible. Ou même quand elle est établie, on voit qu'il y a au sein même d'Israël des radicaux qui décident qu'il ne peut pas y avoir de communication, avec des attentats. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème à ce niveau-là? En tout cas, il est clair qu'il y a des radicaux côté israélien qui ne veulent pas du tout d'un État palestinien, qui ne veulent pas du tout de droit aux Palestiniens, qui veulent, ça c'est certain, parmi, il y a des partis en Israël qui le disent ouvertement. Maintenant, du côté palestinien, il y a également des gens qui ne veulent pas d'un État israélien à côté, qui ne veulent pas de juifs sur cette terre-là. L'extrémisme existe des deux côtés. Maintenant, si on veut parler de concrètement quand il y a eu des négociations de paix pour la première fois en 1993, quand il y a eu les accords d'Oslo, on avait trouvé donc à l'époque Yitzhak Rabin et Shimon Peres d'un côté, qui étaient à l'époque tous les deux membres du Parti travailliste en Israël, et Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, qui étaient donc du côté du Fatah, qui se sont rencontrés et qui ont signé ces accords d'Oslo qui consistaient à ce qu'on disait à l'époque la terre contre la paix. Donc, c'est-à-dire que Israël donnait la majorité de la bande de Gaza à l'époque et Jéricho, d'abord,
à une autorité palestinienne, et ensuite d'autres territoires devaient suivre. Il y a eu trois problèmes qui se sont posés à ce moment-là. Le premier, c'est que quelques mois après les accords d'Oslo, Yasser Arafat est parti à Johannesburg et à l'intérieur d'une mosquée a dit que les accords d'Oslo, pour lui, ne sont pas plus que le traité de Hudaybiya signé par le prophète de l'islam Mahomet. Et ce traité de Hudaybiya en fait, le prophète de l'islam Mahomet n'a pas respecté et qui a conduit au massacre de Khaybar en Arabie. Et donc, pour les Juifs, c'était déjà un mauvais signal qui était envoyé de la part d'Arafat, qu'en réalité, il n'était pas vraiment enclin à avoir une paix durable. En fait, il utilisait cette paix comme ce qu'on appelle en arabe la hudna, c'est-à-dire une trêve, qui durait le temps qu'il puisse. Vous considérez que du côté palestinien, c'est lui qui l'a dit. qu'il n'y avait pas C'est Arafat qui l'a dit. Ouais. C'est pas moi. C'est Yasser Arafat, c'est à Johannesburg en 94. Il a dit lui-même cela. Mais ce qui s'est passé, c'est que aussi du côté israélien, il y a eu là aussi l'assassinat de Yitzhak Rabin, qui a aussi causé, rapidement, il y a eu quelques mois le Shimon Peres, et puis ensuite il y a eu justement Benjamin Netanyahou qui est arrivé, et lui était contre, il avait toujours dit qu'il était contre les accords d'Oslo, donc il est arrivé aussi avec son ambition de dérailler aussi les accords d'Oslo. Toute possibilité de paix, finalement. Oui, à l'époque, il était clair. Il a été élu sur le slogan mettre fin aux accords d'Oslo, ce qui n'a pas réellement fait, puisqu'en réalité, les Clinton avaient mis la pression à l'époque pour que les accords d'Oslo demeurent, parce que c'était quand même son bébé à lui aussi. Je me souviens de la photographie. Voilà. Donc, en fait, Netanyahou avait déraillé les accords, c'est clair, mais n'avait pas officiellement quitté les accords en raison de la pression de Clinton. Mais maintenant, si vous regardez aussi en termes de morts pour les Israéliens, il y avait, là aussi je suis factuel, c'est-à-dire qu'entre 1948 et 1994 et l'établissement de l'autorité palestinienne, il y a eu moins d'Israéliens tués que depuis 1994. Donc ça voulait dire en réalité pour les Israéliens, est-ce que le choix de la paix, tel qu'elle a été pensée, est-ce que c'est la bonne solution ? Il faut vraiment, à mon sens, se mettre dans la tête des deux pour comprendre ce conflit. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui a énormément pesé côté israélien. Rappelez-vous, il y a eu beaucoup d'attentats en Israël qui a aussi aidé à l'élection de Netanyahou et qui a permis aussi au fait qu'il reste longtemps au pouvoir. Et de l'autre côté... On peut se dire aussi qu'il y a eu une proximité entre Netanyahou et des organisations qu'aujourd'hui on qualifie comme terroristes et qui ont favorisé on va dire l'organisation et le développement de ces mouvements-là. Vous parlez des attentats du Hamas. Oui. Bien sûr, il y a eu le Hamas a fait des attentats énormément, parce que lui aussi s'est positionné contre les accords d'Oslo depuis le départ. Mais le point aussi, c'est que... C'est qu'à un moment, les deux formes de radicalisme ne sont pas entendues. Entendu, je ne sais pas, je ne suis pas dans le... Mais en tout cas, clairement, ils se sont servis l'un et l'autre oui, il le déclare directement, qu'il fallait financer... Je sais, mais là, nous, on parlait dans les débuts des années 90. Ce dont vous parlez, c'est plus récent, c'est après la prise de contrôle du Hamas, de la bande de Gaza par le Hamas, c'est-à-dire après 2006. Mais vous avez raison, ça s'est passé, c'est établi en tout cas. Mais je dis que même Yasser Arafat a aidé aussi à ce que le terrorisme continue. Dans ses ambitions de paix, finalement, derrière, il y avait aussi une ambiguïté. Oui, et je vais vous dire comment, par exemple, Yasser Arafat avait mis, et Mahmoud Abbas continue avec la même loi. Il y a une loi qui est dans les territoires palestiniens, qui est qu'on paye les familles où il y a eu un martyr. Et un martyr, souvent, est un martyr kamikaze. Oui. Ça sous-entend que vous dites qu'il y a des familles qui envoyaient volontairement. Non, je ne parle pas que la famille a envoyé quelqu'un. Je dis que les familles où il y a eu des kamikazes qui se sont fait exploser pour tuer des Israéliens, elles sont payées jusqu'à ce jour par l'autorité palestinienne. Et là, ça pose aussi quand même le problème, est-ce que l'autorité palestinienne souhaite la paix ou elle ne souhaite pas la paix puisqu'elle paye les familles de ces kamikazes? Attendez, vous avez des militaires qui s'engagent sur des terrains, qui meurent et qui sont qu'il y a des soutiens qui sont apportés. Mais on parle de tuer des civils. Là, je parle après les accords d'Oslo. Hein. D'accord. Je ne parle pas des guerres avec des fronts militaires et tout. Là, je parle que, par exemple, un Palestinien qui
qui s'infiltrait pour rentrer en Israël, par exemple en prétendant qu'il avait un permis, en ayant un vrai ou un faux permis de travail et qui se faisait exploser dans une boîte de nuit, c'est arrivé dans les années fin des années 90, ou qui se faisait exploser en pleine rue ou dans une voiture et tout. Celui-là, sa famille est payée par le Fatah, par l'autorité palestinienne. C'est intéressant parce que finalement, vous mettez bien en exergue les deux extrémismes. Mais là, aujourd'hui, en 2025, le gouvernement israélien a peut-être jamais été aussi radical dans les mesures, dans ce qui est en train d'être fait à Gaza. Et la conséquence, selon vos analyses, a priori, ce serait une poussée encore plus radicale du côté palestinien. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on voit, honnêtement. Oui. Aujourd'hui, quand il y a un institut de sondage, dont j'ai oublié le nom maintenant, mais qui est un institut de sondage palestinien basé à Ramallah, qui a montré là au mois de mai ou juin, comme quoi s'il y a des élections demain, sur les territoires palestiniens de la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'est le Hamas qui arrive en tête.